Et Dame les gens, c'est Cléber, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Au programme, nous allons faire le vilebrequin. Et juste avant de vous lancer, j'aimerais vous rappeler qu'il y a un sondage en cours pour savoir quand vous voulez avoir des lives dans la semaine. Donc n'hésitez pas à aller voir ce sondage, je vais le fermer très bientôt. Donc c'est vraiment le dernier moment pour aller voter. Avant de nous lancer dans cette vidéo, comme d'habitude, je vous laisse le schéma que vous pourrez ensuite retrouver évidemment sur Discord. Je vous laisse ici le channel en question, c'est dans lien modèle tuto où je laisse à chaque fois tout ce dont vous avez besoin pour refaire les tutoriels, les fichiers y compris, et nous allons pouvoir commencer à faire ce vilebrequin. Alors très honnêtement, moi les vilebrequins, je ne m'y connais pas trop, donc pour être honnête, je me suis juste basé sur ce que je trouvais sur internet, et on va y aller très simplement. D'ailleurs, je pense que ça va être la vidéo la plus simple de cette série, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous avez trouvé cette vidéo plus simple que les autres. Mais là, il y a assez peu de technicité en fait dans un vilebrequin comparé à ce qu'on a fait précédemment. Je pense que la plus dure par contre, ça va être le carter. On va avoir un peu plus de mal. Alors, pour faire le vilebrequin, comment on va s'y prendre? Bien, tout simplement, on a ici un petit schéma. Donc, vous voyez, sur Google, on trouve assez facilement des infos là-dessus. On a un petit schéma qui nous résume plutôt bien la chose au final. En fait, on voit la forme d'un vilebrequin. Alors, l'image est en petite, mais on voit que la bielle vient se prendre dans un des axes du vilebrequin, et en fait ça permet de faire le mouvement bielle-manivelle, et donc le reste du vilebrequin, donc vous voyez ici on a juste la manivelle qui est là, le reste, les plaques ici servent pour faire de l'inertie et aussi pour l'équilibrage. Vu que nous, on est sur quelque chose de fictif et que moi, je ne saurais pas trop faire ce genre de choses, on va rester sur un sujet qui est plutôt simple. Alors, ce que j'aimerais que vous reteniez, qui est important, c'est qu'ici, on va voir en fait le tourillon. Le tourillon, c'est tout simplement quelque chose qui va être dans l'axe de votre moteur, et ensuite, vous allez voir le maneton. Et le maneton, c'est la partie qui est désaxée, qui va être tenue par la bielle. À partir du moment où vous avez compris ça, si vous voyez un peu où va aller quoi, franchement, ça va pas être bien compliqué. Tout ce qu'il faut retenir, c'est que le vilebrequin, avec la bielle, va nous permettre de convertir notre mouvement de translation, en fait, du haut et du mouvement de haut en bas dans le piston, avec un mouvement de rotation. Du coup, ça va être le fait de la bielle manivelle. Et vous voyez le mouvement de bielle manivelle ici qui est résumé sur beaucoup de schémas. Vous pouvez chercher sur internet. En général, souvent, vous allez trouver des gifs de ce genre de trucs. Et donc là, en fait, on voit, par exemple, là, ici, on voit très bien l'idée de ce qu'on va faire. On a un piston, une chambre. Alors, la chambre va être faite avec le carter. Et ici, la manivelle. Et la manivelle, en fait, tout simplement, ça va être notre vilebrequin. Là, vous voyez qu'on est sur un modèle qui est plutôt simple. Peut-être que effectivement on va faire un modèle qui sera trop compliqué pour l'assemblage, donc on va peut-être le simplifier plus tard. Mais pour le moment, on va essayer de faire quelque chose comme ce que j'ai fait pour, pour jouer avec 2-3 petites fonctions que j'avais envie de vous montrer, même si ça va pas être trop compliqué. Allez, qu'importe, on se lance, on crée une nouvelle esquisse et on va se mettre directement dans un plan. Alors, la première chose à faire, en tout cas ce par quoi j'ai commencé de mon côté, ça a été de faire tout simplement, alors on pourrait appeler ça un steak, mais ça a été de faire tout simplement une des masses, alors je crois que c'était une flasque comme ils l'appellent. En tout cas, on va dire que la première chose qu'on a fait, c'est de faire une flasque, donc faire cette forme un peu de 8 on va dire, et on a les cotes associées, donc on a ici une cote à 32,5, une cote à 22,5, donc on a juste à faire ça. Alors comment je m'y suis pris? Tout simplement, j'ai commencé par faire 2 cercles, hop, comme ceci. Ok, ces cercles j'ai choisi de les aligner, hop, pour savoir un peu où ils allaient, même si fondamentalement il n'y en a pas besoin, mais en tout cas voilà, mes 2 cercles sont alignés. Et ensuite, tout ce que j'ai à faire, c'est relier avec 2 splines. Et l'avantage, c'est qu'au final, on est dans un truc qu'on maîtrise. Regardez, je vais faire une spline ici, tac, ok. J'en fais pas de deuxième parce que je vais faire une symétrie après, ça c'est aussi quelque chose qu'on a déjà vu. Et par contre, ce qu'il faut que je fasse, tout d'abord, c'est contraindre comme il faut ma spline. Alors, comment je peux m'y prendre? Donc déjà, ça en général, je vous le dis toujours, pensez à le mettre tangent. Ok, ici pareil, tangent. Voilà, comme ça, c'est beau, c'est propre. Ensuite, alors moi, ce que j'ai voulu faire, ça a été tout simplement de venir ici créer une ligne, hop, qui va me servir de ligne de construction pour m'assurer en fait que ma spline arrive bien à la moitié du cercle. Alors en soi, ça marche, c'est pas forcément très utile à mon avis. On aurait pu s'en passer et avoir quand même un résultat qui est plutôt convaincant, mais au moins ça nous permet un peu de contraindre nos points et de savoir où ils sont si jamais on a besoin de modifier des trucs. Ok, je fais ça, tac, terminé. Ensuite, ce qu'on peut aller faire, c'est chercher nos cotes ici. Donc là, on a un rayon à 32,5 et là, on a un rayon à 22,5. Ok, donc il faut faire un x2 à chaque fois.
Ce qui est pratique, c'est qu'on peut faire à chaque fois un x2 arithmétique dans les cotes. Alors ça, c'est un truc que j'en ai pas parlé encore, mais voilà, c'est l'occasion de le faire. En fait, vous avez la possibilité de faire des opérations arithmétiques dans vos calculs de cotes pour vous simplifier la vie. Et donc là, par exemple, si je fais entrer, hop, il va me mettre automatiquement la bonne cote. Et par contre, je retrouve encore le calcul. Donc si j'ai besoin de le remodifier, c'est pratique. Le calcul est toujours là. Je n'ai pas à me prendre la tête pour me dire, attendez, j'ai mis quoi dernière fois, combien de multiplicateurs, machin, voilà. C'est beaucoup plus simple. Ok, donc ça, je valide. Et je vais prendre la deuxième. Hop, 22,5. Et là, je peux refaire la même chose. Je remets 1 x 2 et ça va faire le calcul tout seul. Je ne me prends pas la tête. Ok, ça c'est bon. Je peux faire un miroir de cette spline. Ok, clac. Et ensuite, après, si vous voulez, vous pouvez jouer à votre convenance avec les clés pour avoir la forme un peu que vous voulez. Là, il n'y a pas trop de contraintes en fait. La contrainte la plus importante ici, et c'est la cote voilà, que j'ai voulu choisir, c'est ici les deux cotes que vous avez là, 65 et 45. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous allez venir ici. Alors, je me suis mis sur la partie la plus petite. J'ai suivi un peu les images de référence qu'on voyait sur Internet. Vous voyez qu'en fait, votre maneton, donc la partie où vous allez connecter à votre bielle, hop, que je vous retrouve une bonne image. Clac, 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 voilà. Donc la partie où vous allez connecter votre bielle vient sur la partie la plus fine de la flasque. Je sais ici d'avance, alors vous voyez là ce cylindre-là, en fait tout simplement ça va venir s'imbriquer dans la bielle. Donc il faut que ça fasse le même diamètre que ma bielle à cet endroit-là. Donc là pour ça, bah, tout simplement vous pouvez retourner dans vos assemblages précédents et aller utiliser le petit outil inspecter ici. Hop, vous cliquez dessus et ça va vous donner le diamètre qui est là 40. Et en fait, si on revient dans notre conception, on va venir donc dans cette zone-là, rajouter ensuite le maneton qui va venir, il faut qu'il fasse un diamètre de 40. C'est pour ça qu'ici j'ai mis 45, il faut un truc qui soit un peu plus grand. Donc voilà, je ne suis pas allé chercher bien loin pour être honnête. Ok, et maintenant on pourrait essayer d'ajouter une cote ici, voilà, sachant que moi, quand je l'avais fait de mon côté, ça avait planté. Et du coup, je ne sais pas si à le refaire ici. Ça n'a pas planté. Bah ça, comme quoi, c'est intéressant. Vous voyez, ici, je vous ai mis une cote toute pourrie. C'est parce que tout simplement, quand moi, je le faisais de mon côté, il y avait une erreur. Il n'arrivait pas à résoudre la contrainte. Un petit peu bizarre qu'il n'y arrive pas. Du coup, je me suis dit que c'était probablement un bug. Et là, vous voyez, j'arrive à mettre la cote comme il faut. Donc, possiblement, soit c'est un bug, soit il y a une contrainte qui s'est glissée et je ne l'avais pas vue. Mais voilà, si jamais ça vous arrive d'avoir ce genre de plantage, hein, ça peut arriver. Ce que je vous recommanderais de faire, regardez, je vais vous montrer ce qui m'est arrivé. J'ai fait tout simplement une cote, raccourci D hein, pour pouvoir faire des cotes. Et là, bon, déjà, il me dit c'est une pilotée, donc ça marche pas. Ah oui, parce qu'elle était ici, la cote, pardon, je l'avais déjà mise. Si je veux mettre par exemple ici 56, il me dit qu'il y a une erreur, un échec de la résolution. Ok, bon là, je sais pas pourquoi. Sur l'autre modèle, je n'ai pas cette erreur de résolution, alors que je pense que je peux mettre la même cote, hein, voilà, tout simplement. Je sais pas pourquoi ça a fait ça. Mon conseil, c'est que si ça vous arrive, tout simplement, eh bien, vous recommencez votre esquisse depuis le début. Voilà, c'est pas une esquisse qui est très compliquée. Et ça peut arriver les bugs, honnêtement, ça peut arriver, ou même de notre côté, les erreurs de manipulation, on se prend la tête dessus. Le plus simple, c'est de recommencer. Et au moins, comme ça, on évitera l'erreur. Ou alors, on la verra. On verra ce qu'on a fait comme erreur. Ça, c'est un petit conseil. Si jamais vous pouvez recommencer, ça ne paye pas de pain, comme on dit. Ok, ce qu'on peut aussi faire, alors si on veut vraiment être rigoureux, on peut aussi ajouter des cotes sur les clés pour avoir en fait l'esquisse soit parfaitement contrainte. Donc là, par exemple, je pourrais dire 15 ici et remettre, bah, pourquoi pas 15 là. Voilà. Donc comme ça, on aurait tout qui serait absolument fixé, tout qui serait précis. On n'est pas obligé de le faire. Moi, par contre, ce que je vous recommanderais éventuellement de faire, c'est de découvrir l'outil Ajuster, dont on n'a pas trop parlé dans les vidéos précédentes, mais l'outil Ajuster est un outil assez pratique. En fait, c'est que lorsque vous avez deux esquisses, ou plus, hein, donc c'est-à-dire par exemple deux cercles, regardez, on va se prendre un petit exemple rapide, vous voulez juste faire cette forme-là. Et donc pour ça, vous vous êtes dit, bah, je vais faire deux cercles, et avec ces deux cercles, bah, je vais pouvoir avoir ce contour que je vais pouvoir extruder. Très bonne idée, ça marche, ça fonctionne. Bon, par contre, ce qui est embêtant, c'est qu'ici, bah, vous avez deux contours qui vous servent à rien, et vous avez tout ça d'esquisse qui ne vous sert à rien non plus. Alors, comment on peut les virer? Tout simplement, on a l'outil Ajuster, qui va venir couper deux esquisses à des points d'intersection. Donc là, d'avance, moi je le sais, regardez, j'ai désélectionné, je sais que les points d'intersection, ça va être ici et là, normalement.
Et donc avec l'outil ajuster, eh bien, je vais pouvoir en fait retirer l'esquisse au point d'intersection. Donc on reprend l'outil dans la main et regardez, il va nous surligner en violet ce que l'on va couper et en bleu foncé ce qu'on va garder. Donc là, je sélectionne ce que je coupe. Et donc là, je sais que je vais couper l'extérieur. Si par exemple, j'avais voulu virer l'autre partie, celle-ci par exemple, j'aurais cliqué sur cette partie-là. Voilà. Donc je reprends, je reviens en arrière, regardez, je refais répéter, ajuster, clac, clac, voilà. Et donc là, dans l'idée, j'ai toujours ma forme et je me simplifie la vie parce que j'ai viré un petit peu tout ce qu'il y avait autour. Bon, on peut faire pareil ici. On peut faire pareil ici parce que vous voyez par exemple ce contour-là, ce bout de cercle et cet autre bout de cercle qui est là, ils ne nous servent à rien. Ok, donc on peut faire ajuster. Vous pouvez aller ici directement dans modifier, ajuster, ou vous pouvez voir ici qu'il y a le raccourci clavier T qui est là. Donc moi j'utilise souvent ce raccourci clavier là. Tout pareil que pour la cote, le D, le raccourci clavier D, je l'utilise quasiment tout le temps. Donc voilà, si vous voyez côté, si vous me voyez ajuster, c'est très souvent que j'utilise les raccourcis clavier. Donc T ou D, ne les oubliez pas, c'est pratique. Ok, donc là je vais venir couper. Et là, on voit qu'il va venir me proposer l'intersection entre du coup ce point, parce qu'il y a ici un point qui se rejoint là et le point du coup du cercle, et ma ligne d'esquisse. Ok, donc je peux couper là. Ok, pas mal. Et il me dit attention, des contraintes ont été supprimées au cours de l'opération. Donc ça, c'est un peu le danger. C'est que là, j'ai une esquisse qui est totalement contrainte, donc elle est bien faite, elle est propre. Et en retirant du coup des morceaux d'esquisse, parfois il va perdre des contraintes. C'est pas forcément dramatique, là c'est à vous de jauger. Donc regardez, je peux faire ça, tac. Là il me dit qu'il a supprimé des cotes et des contraintes, mais en tout cas tout est toujours parfaitement noir, donc c'est-à-dire c'est bien coté comme il faut. Ok, je continue de virer, ok, c'est bon. Voilà. Donc là maintenant, je peux extruder juste ça, c'est bon. Et l'avantage, le gros avantage, c'est que maintenant j'ai plus qu'une seule chose à sélectionner pour ça, et c'est plus clair, c'est plus propre. C'est avant tout... C'est pas obligatoire de le faire, mais je trouve quand même que ça rend le truc beaucoup plus propre que de le faire à la mano. Bon, maintenant, on a fait ça. Voilà, je vous ai présenté un peu l'outil ajuster que j'aime beaucoup utiliser. Vous en avez d'autres aussi. Il y a ajuster, mais il y a aussi prolonger. Et alors, prolonger, ça, c'est intéressant. Par exemple, regardez, je vais vous montrer. Voilà, j'ai fait 2 lignes. Alors, le plus logique serait de faire 2 lignes qui soient collinéaires. Donc, regardez, comme ça, tac, voilà. On a 2 lignes. Et ça peut vous arriver, ça parfois, d'avoir 2 lignes qui se rejoignent à la suite ou qui ne sont pas continues. Et pour vous simplifier la vie, vous pourriez très bien dire, ok, je fais un prolongé. Et donc là, vous voyez, ça vous montre un peu ce qui va être prolongé. Et ça va en fait transformer une ligne en 2 parties en une ligne en une seule partie. Ça peut être pratique, ça peut vous aider à simplifier des esquisses qui sont un peu compliquées. Donc c'est des outils qui sont toujours bien de connaître un peu. Voilà, je ne vous dis pas de les masteriser, mais de les connaître un peu. Et un autre aussi que j'aime bien utiliser, c'est vrai, alors je vais vous montrer avec l'exemple qu'ils mettent, c'est l'outil rupture. Alors moi je l'appelais rupture, mais c'est l'outil couper. Donc là en fait, contrairement à ajuster, ajuster va tout simplement supprimer l'esquisse. Là, l'outil couper vous permet en fait de faire l'inverse tout simplement, de prolonger. Là regardez, j'ai un cercle unique qui ne s'arrête pas. Voilà, il est propre mon cercle. Et avec l'outil couper, en fait, je vais créer des interruptions au niveau de l'intersection. Comme ça. Et grâce à ça, je peux... bon voilà, j'ai pas trop d'exemples en tête que je pourrais vous montrer avec ça. Mais ça vous permet de jouer avec les esquisses. Ça vous permet parfois de vous sortir de situations un peu compliquées. Là, pour le moment, on a fait des esquisses qui sont simples. On n'a pas trop à se prendre la tête. Mais ces 3 outils vous permettent, sur des esquisses plus complexes, de faire les choses propres et de faire les choses plus faciles et d'avoir des petits chemins de traverse aussi, honnêtement. Enfin voilà. Ça, dans les modificateurs, regardez bien ces 3 outils. Essayez de jouer un peu avec à l'occasion. Ils sont top. Clac. Donc ça disparaît. On peut faire notre extrusion tranquillement. Et on va faire une extrusion de -10. Alors qu'importe la direction. Voilà, il suffit juste de regarder dans notre schéma. Vous voyez ici à chaque fois j'ai mis 10, 20 pour le menton et 10 à chaque fois pour chaque flasque. Ok, donc j'ai vraiment pas fait quelque chose de très compliqué. On va revenir ici, on va recréer une esquisse. Et ce qu'on va modéliser maintenant, c'est le menton. Donc c'est tout simplement la partie cylindrique qui est ici. Et vous voyez, donc comme quoi là il n'y a pas trop de complexité, hein. Ça c'est juste un cercle à caler. Hop, ça je ferme. Et alors pour le faire,
tout simplement, ce que j'ai fait, c'est que je suis venu en fait projeter un peu ici, tac, le centre de mon premier cercle. Tout simplement, je l'ai fait revenir. Et à partir de là, bah, je crée juste un cercle. Je lui donne la bonne cote, donc 40. Et c'est terminé. J'ai plus qu'à extruder. Donc vraiment, vous voyez, c'est pas bien compliqué. Regarde, hop, je mets 20. Maintenant, on va revenir un peu en arrière. Ce que j'ai fait, au moment où, en tout cas, moi, je l'ai fait de mon côté sur ce modèle-là, donc quand j'ai voulu faire la deuxième flasque ici, ce que j'ai fait, j'ai voulu me simplifier la vie. Donc, j'ai voulu utiliser un outil qui va me permettre d'avoir exactement la même forme sans avoir à recréer une esquisse, machin. Alors, comment j'ai fait? Donc là, c'est un petit peu, c'est un peu de la triche, mais c'est pas grave. C'est un peu une de mes méthodes préférées de travailler. J'ai tout simplement fait ici nouveau corps, ok. Donc ça change pas, de toute façon, ça allait forcément le faire. Et pareil pour le menton. Le menton, je l'ai mis aussi en nouveau corps. Ce que ça va changer, c'est qu'en fait, je vais pouvoir utiliser tout simplement l'outil miroir pour dire que ce corps, eh bien, tout simplement, va devoir faire un miroir par rapport au plan qui est là et venir de l'autre côté. Ok, ça c'est très simple. Par contre, la question maintenant, le truc que je voulais un peu vous montrer dans cette vidéo, c'est comment créer un plan miroir alors qu'il n'y en a pas. Parce que là, regardez, si je veux faire un miroir, tac, je viens ici, je fais un miroir de corps, donc je sélectionne un corps et il faut que je me trouve un plan de symétrie. Sachant que bah, moi, je veux que ma pièce, elle finisse ici, à ce niveau-là. Je ne peux pas vous le sélectionner, mais en tout cas, vous voyez bien. Ok, j'ai quoi comme plan? Bah, j'ai un plan qui est là, mais du coup, regardez, il y a un espace ici. J'ai un plan qui est là, mais ça va pas du tout au bon endroit. Ok, bon, bah, j'ai un plan qui est là, bah, pareil, ça tombe pas au bon endroit. Alors, comment je vais faire? Dans Fusion 360 et dans tout logiciel de modélisation 3D un peu Indus, vous avez la possibilité de créer vos propres plans et vos propres axes, sachant qu'on va aussi utiliser des axes normalement. Alors, le gros avantage, c'est que vous pouvez faire tous les plans que vous voulez. La seule contrainte, c'est qu'il y a différentes méthodes. Voilà, vous n'êtes pas trop libre. Et encore, je trouve quand même que vous avez beaucoup de liberté pour faire des plans. Il faut juste trouver la bonne fonction pour faire un plan. Alors, moi, j'utilise très souvent plan de décalage. Très souvent, j'utilise ça. Plan d'angle aussi, j'utilise très souvent. Les autres, moins souvent. Par contre, ici, ce qu'on peut utiliser, c'est plan milieu. Alors, plan milieu, très pratique, permet de créer en fait tout simplement un plan entre deux surfaces planes. C'est simple. Est-ce que c'est ça entre deux faces ou plan de construction? Ouais, c'est ça. Donc, si je sélectionne, il faut que je trouve deux plans. Alors, deux plans. En fait, tout simplement, vous ne pouvez pas faire sur des surfaces courbes, vous pouvez le faire que sur des surfaces planes. Donc là, pour ça, il faut qu'on se trouve des surfaces planes pour faire notre truc au milieu. Et l'idée, c'est très simple. C'est on prend deux faces planes et on aura un plan qui va se créer entre les deux. Donc regardez, si je prends cette face-là et cette face-là, ça nous permet d'avoir un plan milieu qui se crée pile à l'endroit où on voulait. Et grâce à ce plan, on va pouvoir faire symétrie miroir, on sélectionne notre corps, bam, et on fait notre symétrie. C'est terminé. Donc ok, ça c'est vraiment pratique. Ce que j'utilise aussi souvent, c'est, et d'ailleurs on va l'utiliser dans cette vidéo, c'est axe passant par le cylindre. Très pratique aussi. N'hésitez pas à aller jouer avec ces trucs-là. Ça peut vraiment vous sortir de mauvaises situations. Plan de décalage, c'est vraiment un qu'on utilise très souvent en modélisation 3D, je trouve. Et aussi, celui que j'aime bien, c'est plan à travers 3 points. Donc en gros, quand je me suis mis vraiment dans une embrouille de modélisation 3D dont je n'arrive pas à me sortir et que j'ai besoin d'un plan à travers 3 points en général, ça vous sortira toujours de la galère. Voilà. Et sinon, après, voilà, vous pouvez vous débrouiller, vous pouvez essayer, aller voir, il y en a plein. Et ça peut être toujours pratique de les connaître. C'est comme pour les esquisses avec l'outil ajustement. Très bien. Ça, c'est fait. Donc, on peut, vous avez vu ici, maintenant, on a le plan qui est apparu. On peut le cacher, on n'en a plus forcément besoin. Et ce que l'on va rajouter, c'est le tourillon. Donc, en gros, le tourillon, c'est l'axe principal de notre vilebrequin. Alors, comment on va le faire? On va le faire encore très simplement. Il n'y a vraiment pas de complexité dans cette modélisation. Regardez, je vais tout simplement venir créer une ligne ici. Ok, cette ligne, je la passe en construction. Et cette ligne, bah, je vais venir mettre un cercle dessus où le point central sera tout simplement au milieu de cette ligne. Voilà, c'est terminé. Et là, j'ai plus qu'à aller chercher ma cote que je n'ai pas mise encore. J'ai encore oublié de mettre une cote, mais quel idiot je suis. Hop, 50.
Voilà, on n'oublie pas, on invente les codes si jamais. Hop, et je mets 50. Alors, par contre, ce qui est important, ce qu'il faut bien voir, c'est que votre tourillon doit absolument être au centre de votre vilebrequin. Donc c'est pour ça en fait que je l'ai contraint de cette manière-là. C'est que vous allez avoir vos masses ici, vos manetons avec la bielle, et il faut que du coup tout ça, vous ayez le tourillon qui soit au centre. Donc c'est pour ça que je l'ai mis de cette manière-là, avec un point au milieu pour m'assurer que le tourillon soit pile au centre d'axe, pour que ça tourne bien, sinon ça tournera mal. Voilà. Donc là j'ai mis 10 et à mon avis, oui j'avais dû mettre 10, donc voilà, ça c'est bon. Ok, donc là, à partir de ce qu'on a fait ici, on peut maintenant s'imaginer avoir fait en fait une tranche, regardez, tac, et se dire que maintenant, bah, j'ai juste à répéter X fois la même tranche. Regardez ici, tac, à chaque fois je répète la tranche, ainsi de suite et ainsi de suite. Alors comment on va répéter une tranche? Tout d'abord, ce qu'on va être obligé de faire, c'est de réunir les corps entre. Alors comment on fait ça? C'est très simple. Dans les modificateurs, vous avez un outil qui s'appelle combiner et qui va nous permettre en fait de fusionner des corps entre eux. Pourquoi? Parce qu'à l'heure actuelle, vous voyez ici on a un corps, ici on a un corps, et à chaque fois ce sont des corps indépendants. Là on va tous les réunir ensemble, comme ça normalement ça sera plus simple, et finalement si on se dit qu'on n'avait pas besoin de les réunir, eh bien on annule, on reviendra en arrière. Ok. Donc comment on combine? Tout simplement, vous avez un corps cible et ensuite vous sélectionnez les autres corps à fusionner. Vous faites OK, c'est terminé. Il me semble que celle-ci on l'a déjà utilisée, mais voilà, je redécompose bien comme ça pour éviter de perdre personne. Ok, donc là c'est une chose, et maintenant comment on va faire répéter ce corps qu'on a déjà fait, comment on va faire ces tranches? Tout simplement, eh bien, on a donc créé des outils ici qui s'appellent, alors ils ont appelé ça réseau, ça vaut ce que ça vaut. C'est tout simplement des répétitions soit axiales, soit circulaires d'une fonction, déjà, ou d'un corps. Et donc nous, on va aller dans réseau rectangulaire parce que c'est ce qui nous intéresse. Regardez, on va rentrer dans le menu. Alors vous pouvez voir que vous pouvez passer d'un menu à l'autre assez facilement. Et moi, je vous ai dit, il nous faut réseau rectangulaire. Tout simplement, on sélectionne un objet. Et cet objet, en fait, suivant un axe, va venir se répéter. Donc regardez, je peux très bien dire que ça se répète dans ce sens-là. Je peux dire aussi, si j'en ai envie, que ça se répète sur un autre axe, donc je pourrais très bien faire comme ça. Nous, ce qui nous intéresse là, c'est d'avoir quelque chose dans ce goût-là. Voilà, donc nous, on veut quelque chose comme ceci. Et on va regarder combien j'ai fait de tranches. Moi, je ne m'en rappelle plus, tout simplement. Donc, alors moi, je viens de compter, en tout, j'en ai fait 5. Donc tout simplement, on va venir modifier la fonction. On va mettre ici le chiffre 5 directement. Et donc là, vous pouvez voir que j'ai bien 2, 4, 5 parties. Ok. Vous avez ici différentes manières de répartition. Moi, ce que je vous recommande d'utiliser, c'est espacement. Donc en gros, étendu, tout simplement, ce que vous allez dire, c'est entre la première pièce et la dernière pièce, vous avez telle distance qui est notée. Espacement, tout simplement, vous allez dire entre votre première pièce et la deuxième, vous allez avoir à chaque fois une distance. Et cette distance va se répéter à chaque fois. Et en fait, l'avantage alors de le faire avec espacement, c'est que l'espacement, on peut le connaître. Regardez, si on va ici, l'espacement, tout simplement, c'est la somme de là à là. Parce que si je pars de 0, je sais que je vais avancer du coup de toutes ces valeurs-là, donc de 50 en fait, tout simplement. Donc on va le faire, on va revenir ici, on va faire un clic droit éditer, hop, et je vais mettre 50. Alors le plus ou le moins, ça dépend de la direction dans laquelle vous l'avez fait, mais ça ne change fondamentalement rien. Ok, et je valide ça. Déjà, on est pas mal. On pourrait presque dire qu'on a un vilebrequin. Moi, ce que je vais vouloir faire, forcément, c'est que en fait, mes pistons ne vont pas être à la même position. Alors après, bon, là, j'ai fait un gros vilebrequin. Normalement, j'aurais très bien pu faire un truc avec un seul piston et me simplifier la vie. Là, j'avais envie de vous montrer 2-3 fonctions pratiques. Là, ce que je vais vouloir faire, en fait, c'est d'avoir un piston qui soit en haut. Donc là, par exemple, le piston, il sera en haut. Ensuite, après, j'aurai un piston qui sera en bas. Et du coup, il faut que le vilebrequin à ce moment-là soit en bas aussi pour alterner. Je m'y connais pas trop en moteur, mais je crois que ça se fait à peu près comme ça. Vous pouvez même voir que dans mon modèle, moi, j'ai fait un truc un peu... alors ça, je crois que normalement, personne ne fait ça. Mais c'était juste pour le fun et c'était juste pour vous montrer un truc. Ce que je veux vous montrer, c'est qu'en fait, vous pouvez avoir des fonctions qui vous permettent de déplacer les corps. Donc regardez, vous avez ici déplacer, copier. Et déplacer, copier vous permet de bouger
un peu tout. Des faces, des corps, c'est assez permissif. Et l'avantage, c'est que déplacer, copier, regardez, si je déplace quelque chose, ça apparaît dans la timeline. Donc si vous voulez le modifier ou le supprimer, vous pouvez le faire. Ok, donc déplacer, copier, c'est pratique. J'essaye d'éviter de l'utiliser parce que je trouve que c'est un peu un truc de bourrin. Mais là, dans ce genre de cas, je trouve que c'est assez pratique. Et vous avez même, alors vous avez différentes possibilités. Vous pouvez soit déplacer à la main avec des cotes qui peuvent être précises, ou vous pouvez même dire vous déplacer d'un point à un point. Donc ça, c'est assez pratique. Regardez, je pourrais très bien dire, par exemple, ce point-là, donc ça, c'est mon point d'origine, eh bien, il doit se retrouver, je sais pas, je pourrais dire sur ce point-là. Et ça va déplacer ma pièce en fonction. C'est pratique dans certains cas, ça peut se montrer utile. Donc, franchement, je vous donne ça. Gardez-le dans un coin de votre esprit. Peut-être qu'un jour, vous en aurez besoin. Vous direz, ah ouais, je suis content de l'avoir eu. Ok, donc ça, je fais annuler et je peux du coup, je peux même supprimer ce déplacer. Nous, ce qu'on veut faire, c'est une rotation. Ok. Donc, je fais déplacer, copier, je sélectionne ma pièce et je veux la faire tourner. Donc là, vous voyez, par défaut, alors moi j'appelle ça la trièdre, mais ça ne veut pas dire grand-chose. Vous avez ici un sélecteur d'axe, en fait, qui vous permet de déplacer votre pièce un peu comme vous le souhaitez, avec soit la possibilité de tourner, soit la possibilité de déplacer la pièce. Vous pouvez faire un peu comme vous voulez. Ok. Par contre, moi, ce que je veux tourner, c'est ma pièce par rapport à l'axe qui est là. Parce qu'il faut absolument que ma pièce reste dans l'axe. Alors comment je vais faire? On pourrait aller voir dans rotation. Alors en fait, que à faire rotation, hop, si je sélectionne ici, ça va me permettre en fait de sélectionner un axe et de tourner autour de cet axe. Donc ça, c'est assez pratique quand vous voulez juste un peu tourner. Regardez, je vais vous montrer. Si je désélectionne, en fait, tout simplement, je choisis un axe. Donc là, par exemple, je choisis le menton. Je tourne par rapport au menton. Voilà. Pareil, maintenant, si je choisis le tourillon de cette partie-là, je peux tourner autour du tourillon. Donc, c'est exactement ce qu'on veut faire. Vous avez aussi une autre possibilité, toujours dans le premier mode. Vous pouvez vous-même modifier et déplacer en fait cette triade. Donc, tout simplement, vous pouvez faire ici définir le pivot. Et là, vous allez pouvoir choisir où vous allez le mettre. Donc, par exemple, on va choisir ici, sur le tourillon principal. J'ai plus qu'à revalider. Et maintenant, je tourne par rapport à l'endroit où j'ai sélectionné. Ah pardon, j'ai sélectionné les deux corps, mais en tout cas, ça vous donne l'idée. Et tout se déplace par rapport à cet endroit-là. Ça, c'est très pratique parce que très souvent, quand vous allez tout simplement sélectionner un corps, ça va vous le mettre à l'endroit où vous sélectionnez. Et ce sera peut-être pas forcément l'endroit où vous voulez avoir votre manipulateur, là, votre trièdre. Et du coup, l'intérêt de pouvoir le modifier vous-même, c'est de pouvoir faire un peu ce que vous voulez et dire, par exemple, voilà, moi je tourne par rapport à ça, et au moins je sais que ce tourillon-là, je le connais, il est au bon endroit et je peux tourner par rapport à lui. Voilà. Et alors, ce qu'il faut faire, je crois, normalement, c'est faire un tour complet. Je pense qu'il faut faire un 180 degrés. À mon avis, c'est ça. Voilà. Je ne suis pas tout à fait sûr, mais je crois que c'est que ça. Et regardez, si on veut même être vraiment flemmard, on va sélectionner deux corps comme ça. On passe en rotate, on sélectionne notre axe, on leur fait faire 180 degrés. Et voilà. Et à partir de là, en fait, on a quasiment terminé. Vous voyez que là, maintenant, mes tourillons sont bien alternés. Moi, ce que j'ai fait pour jouer et pour faire une forme un peu plus compliquée, c'est que à chaque tourillon, vous pouvez voir en bas que je lui ai donné une distance précise. C'était pas obligatoire, très honnêtement, mais pourquoi pas. Après, sur Internet, j'en vois qui ont des formes beaucoup plus complexes en termes de positionnement, en tout cas d'enchaînement, par exemple, comme celui-ci. Je ne m'y connais pas assez pour vous proposer un truc plus compliqué. Si on regarde bien, tout ce qui va nous manquer, c'est le tourillon qui est sur cette face-là. Et là, tout simplement, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut refaire une esquisse et venir, voilà. Alors, on n'a même pas besoin d'esquisser quelque chose. Par exemple, vous pouvez juste faire un P pour projeter. C'est le raccourci clavier. Et vous allez avoir votre esquisse qui va se refaire. Et donc là, on n'a plus qu'à lui dire, tu fais 10 mm, bim. Donc voilà, ça c'est terminé. Et si on veut aller un peu plus loin, donc là on va peaufiner légèrement le truc. Si on veut aller un peu plus loin, vous allez peut-être vouloir donner des formes un peu plus compliquées à vos flasques. Donc là par exemple, si on regarde, vous voyez ici c'est un peu tranché. Je ne sais pas si ça verra bien. Je ne sais pas si on va bien le voir à l'écran. Par exemple, vous voyez ici c'est un peu bisouté. Ce que vous pouvez faire, en toute simplicité, c'est revenir déjà en arrière, sur la première partie. Et par exemple,
eh bien on pourrait venir créer une esquisse. Ok. Cette esquisse, alors forcément il faut que je la centre. Donc je vais venir ici créer project inclure intersection et je vais venir faire ici tac l'intersection. Ok. Ça en fait ça va me servir pour faire ma ligne de symétrie. Regardez, tac, comme ça et ça. Voilà. Donc là j'ai un axe qui me permet de faire ma ligne de symétrie. Je le fais un peu en appro là, parce que j'avais pas envie de vous rajouter cette partie là, mais je me dis allez, pourquoi pas, je vous la mets, allez, c'est pas perdu. Voilà. Et par exemple, ce qu'on pourrait dire, eh bien moi j'aurais envie de faire, disons de biseauter un peu par là, donc faire un petit biseau comme ça là, tac, voilà en bas. Et peut-être même qu'on pourrait faire la même chose en haut, mais je suis pas sûr de ce que ça va donner. Tac, 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 tac. Hop, lui je le repasse comme ça. On va voir ce que ça donne. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais refaire une intersection. Hop, et ça, je suis pas sûr que j'en ai beaucoup parlé. Le projeter, c'est pour vraiment projeter un point ou une esquisse dans un plan. L'intersection, c'est vraiment le plus pratique. Alors, je sais que je vous en ai parlé dans la vidéo, mais je le rabâche un peu. C'est vraiment pour vous dire, regardez, je vais venir, un volume coupe mon plan, je dessine ce qui coupe mon plan. Et là, regardez, donc j'utilise ça, comme ça. Et ça me permet de m'ancrer facilement dans mon dessin et de venir faire mon esquisse. Regardez, tac, je vais faire par exemple ça. Voilà. Et là, je sais que je suis bien connecté comme il faut. Il n'y a pas de souci. Grâce à l'intersection. Et si jamais je modifie mon dessin, eh bien, il se modifiera par rapport à l'intersection. Donc, mon dessin se modifiera bien et j'aurai pas forcément de bugs, de cases ou de trucs comme ça. Ok. Donc là, je fais ça. Je fais juste une petite symétrie. Hop. Je suis curieux de voir ce que ça va donner avec un balayage par évolution. Ok. Ici, je peux faire la même chose. Donc, je vais refaire une intersection. Tac. Je vais faire intersection de ça, de ça. Alors moi, parfois, bon, vu que j'ai l'habitude, je fais parfois beaucoup d'intersections. Peut-être pour pas grand-chose. Bon, après, ça va être à vous de voir. Tac. On pourrait dire ça. Donc, lui est déjà contraint. Et lui, je pourrais lui dire, bah, par exemple, on met du 12. Allez, hop. Parfait. Donc là, je fais ma symétrie. Tac. Ok. Je peux terminer cette esquisse. Et on va essayer de faire un petit balayage par évolution. Parce qu'on l'a vu dans la précédente vidéo. Et que c'est toujours pratique. Donc voilà. Tac. Et là, en axe, on va choisir le tout rayon ici. Et là, j'ai choisi un peu trop là. Je vois que ça coupe un peu trop fort. On va regarder ce que ça donne. Ah, quoique, en vrai, ça passe. Ah, ça pourrait presque passer. Alors là, ça passe presque, mais en fait, l'erreur que j'ai faite, tout simplement, ça a été de faire un balayage par évolution qui est de 180 degrés. Alors que je pense que si je le fais, enfin de 360 degrés, pardon. Alors je pense que si je le fais de 180, ça sera peut-être un peu mieux. Ah non, ça ne marche pas comme ça. Tiens, c'est pas mal. Ça pour moi, ouais, alors là c'est l'occasion de voir un petit peu comment le logiciel résonne. Enfin en tout cas de se mettre un peu dans la technique du logiciel. Alors là, vous voyez le problème. J'ai fait de bien vous montrer le problème. Vous voyez, regardez. Donc là, je pars. Tac, ok. Donc si je fais 180 degrés, je vais venir couper en bas et ça va venir déformer ma pièce. Donc là, ce que je pourrais mettre, c'est 90 degrés. Sauf que, ok, sauf que je ne fais pas une moitié en fait. Il me manque un bout. Je ne travaille pas complètement. Et ce qu'on peut faire, du coup, c'est qu'ici, on a symétrique ou deux côtés. Et l'avantage, c'est que si je fais ça, eh bien normalement, je vais venir couper, voilà, je vais venir prolonger le truc. Ok. Et là, j'ai la bonne forme. Ça, c'était pas mal. J'avais encore jamais utilisé cette partie-là parce que la révolution, je n'utilise pas tout le temps. Et c'est vrai que je n'avais pas pensé à le prendre comme ça. En tout cas, voilà. Donc, comment le passer? Tout simplement, vous utilisez la fonction révolution en mode coupe et vous pouvez utiliser symétrique. Par contre, c'est contrairement à ce qu'on a vu dans la vidéo précédente, vous n'allez pas l'utiliser en type étendu complet. Donc, vous n'allez pas faire une rotation sur 360 degrés. Vous allez le faire que sur 90, voire même je pense 45 à mon avis, ça passe. 45 degrés. Hop, voilà, 45 degrés, ah non, ça passe pas, c'est pas assez. Bon, on va mettre 60, mais vous voyez que vous n'allez pas faire un truc complet. Sinon, eh bien, tout simplement, bah, vous allez venir déformer votre pièce et ça ne ressemblera plus à rien. Et par contre, bah, voilà, ça vous permet de l'utiliser d'une autre manière et je trouve que c'est assez intéressant. C'est d'ailleurs un peu, si vous voulez aller plus loin sur cette fonction, sur la fonction révolution, j'ai fait une vidéo sur un tournevis et je trouve qu'elle est assez pertinente
pour ça. Donc là, si je vous montre la vidéo de tournevis, dans cette vidéo, j'ai majoritairement utilisé la fonction révolution et je trouve que c'était une manière assez intéressante de voir comment elle fonctionne. Donc n'hésitez pas à aller la voir, elle est toujours disponible sur la chaîne et c'est surtout si vous voulez, disons, toucher un peu de plus près la fonction révolution. Ok, donc là, je vais revenir dans le temps et tout simplement, voilà, tout fonctionne et vous voyez que ma modification a été faite partout. Donc voilà, c'était un petit bonus en fait, je ne pensais pas vous en parler, de couper comme ça, de biseauter. C'est durable. Le vilebrequin était dans tous les cas plus simple, probablement que je le referai pour pouvoir faire l'assemblage final, parce qu'à mon avis sinon ça ne passera pas. Et la prochaine fois du coup, ce que nous allons faire, ça sera le carter, et là par contre le carter on va s'éclater, parce que ça va être beaucoup plus compliqué à tout monter. Je pense même que j'ai fait une erreur et que le carter aurait dû être fait en dernier, après l'assemblage. Mais ça, on le verra plus tard. Donc voilà, vilebrequin, ça, c'est fait. On n'en parle plus. Voilà. Et on va pouvoir passer pour la prochaine vidéo au carter. En attendant, n'oubliez pas d'aller voter pour les dates de live. Très important. Et moi, j'ai rien d'autre à vous dire à part de rejoindre le Discord. Vous pourrez retrouver tous les schémas et les fichiers à modéliser. Et en plus, si jamais vous avez besoin d'aide pour la modélisation 3D, bien vous en trouverez sur ce Discord. Moi, je vous le dis. Et sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo, à la commenter, à poser vos questions et à mettre un pouce bleu. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une vidéo.